L'engouement américain pour le 4x4 pourrait bien avoir une origine politique. En 2001, les automobilistes des États-Unis ont élu un nouveau président, George Bush, qui très vite a défendu leur droit à l'abondance et aux grosses voitures. George Bush est un ancien dirigeant de l'industrie pétrolière, tout comme son numéro 2 Dick Cheney et Condoleezza Rice, ex-conseillère pour la sécurité nationale. Une de leurs toutes premières mesures sera d'offrir un énorme cadeau fiscal aux patrons de petites entreprises. S'ils achètent un 4x4, ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt qui peut aller jusqu'à 100 000 $. Les Hummers deviennent presque gratuits. Le ministre de l'Énergie doit s'expliquer face à certains journalistes scandalisés. Des explications légères. C'est un encouragement pour les patrons de PME, pas seulement pour leurs affaires, mais pour qu'ils achètent les voitures les plus gourmandes en essence, celles qui pèsent 3 tonnes, les plus grosses. Est-ce bien raisonnable? Je ne pense pas que l'on puisse dicter aux gens quelle voiture ils doivent acheter. Vous les encouragez. On peut presque acheter toute la voiture avec le crédit d'impôt. Je ne pense pas qu'il sera utilisé comme cela. Il y a des preuves que oui. Je ne sais pas, on verra ce qui se passe plus tard. Mais le gouvernement Bush ne s'arrête pas là. Il va refuser peu après de ratifier un traité international contre le réchauffement climatique. En faisant cela, il revient sur la parole donnée par les États-Unis à Kyoto en 1997. Devant les représentants de 160 nations, le vice-président Al Gore avait alors engagé son pays à réduire drastiquement ses émissions de CO2. Mais d'une phrase, il avait évoqué des lobbies puissants auxquels il aurait à faire face. Dans mon pays, les industriels du tabac ont longtemps expliqué que fumer n'était pas mauvais pour la santé. À ceux qui vont s'opposer à notre démarche, nous disons, nous ne laisserons pas imposer que des intérêts privés priment sur le destin de l'espèce humaine. Ce traité planétaire, George Bush va l'enterrer, pour des raisons économiques, avouera-t-il lors de la campagne présidentielle de 2004. Si on avait ratifié le traité de Kyoto, ça aurait coûté beaucoup d'emplois à l'Amérique. C'est un de ces deals qui vise à vous rendre populaire dans les cours d'Europe. Alors vous signez un traité. Mais je pense que ça va nous coûter trop cher. Depuis que je suis élu, l'air est beaucoup plus pur. Je pense qu'il y a une meilleure manière de faire les choses. Je pense vraiment que pour ne pas perdre le confort de vie auquel nous sommes habitués, et aussi pour protéger l'environnement, il faut mettre de l'argent dans les nouvelles technologies. Autre front pour l'administration Bush, sécuriser les réserves pétrolières. En 2003, le président américain se lance dans la première guerre pour les pompes à essence. Le 10 avril, Bagdad tombe. La capitale irakienne se transforme en jungle. Les premières milices se forment, mais l'armée américaine est incapable de garantir la sécurité de la population. La ville entière est livrée aux pillards. Au milieu du chaos, pourtant, un bâtiment a été protégé, le ministère du pétrole. Vous gardez ça depuis le premier jour? 3 jours. Vous voulez dire dès que l'armée est entrée à Bagdad? Vous étiez là? Ouais. Et les pillards, ils essayent pas de rentrer ici? Ils essaient, mais on les empêche. 4 ans après, 650 000 Irakiens ont perdu la vie. Les populations civiles vivent dans la plus grande insécurité, mais les installations pétrolières, elles, sont dotées d'une armée de 21 000 hommes, la force de protection du pétrole. C'est un travail très dangereux, mais nous sommes prêts à verser notre sang pour les ressources pétrolières de l'Irak. Cette année, on a eu 29 martyrs, juste sur Kirkouk. Pour que nous, on puisse rouler en voiture, quoi. Et oui, c'est notre devoir. C'est normal. En Irak, une loi proposée par le gouvernement Bush va bientôt offrir l'exploitation de 70% des puits de pétrole aux entreprises étrangères. Pendant ce temps, aux États-Unis, une autre guerre fait rage. L'urgence climatique commence à inquiéter vraiment les Américains. Les alertes des scientifiques se font de plus en plus précises. Et un mouvement citoyen s'organise pour faire pression sur les politiques de tous bords. Bryden Ross is his environmental staffer. Bryden. Nice guy, actually.
Nous devons diviser par 2 la consommation en essence de tous les véhicules américains d'ici 10 ans. Il n'y a pas d'autre solution. Consommer moins pour les industries automobiles et pétrolières, c'est gagner moins d'argent. Depuis quelques années, les lobbies de ces industries multiplient donc leurs actions. Greenpeace a enquêté sur ces étranges activités d'influence. Il y a eu une alliance entre l'industrie automobile, électrique, charbonnière et pétrolière. On appelle ça le club du carbone. C'est un lobby très puissant et ils sont restés ensemble, soudés. Ils répétaient toujours la même chose. Le réchauffement climatique n'existe pas. Il n'est pas créé par nos émissions et si on essaie de le combattre, ça va détruire l'économie et ça prendra votre liberté. Ce que les gens comme Greenpeace veulent faire, c'est vous prendre votre voiture et détruire votre vie. Qui sont les combattants de cette guerre feutrée ? Ces hommes d'influence forment une armée discrète et efficace. Leur bureau se trouve souvent ici à Washington, rue K. Ces façades abritent des dizaines de groupes de pression. Ils interviennent auprès des hommes politiques pour changer les lois. Ils manipulent la presse et l'opinion publique. Greenpeace a étudié les liens financiers entre certains de ces lobbyistes et ExxonMobil, la plus puissante compagnie pétrolière mondiale. Cette enquête, Greenpeace l'a transformée en programme informatique. Depuis Kyoto en 1997, nous avons découvert qu'ExxonMobil a injecté 20 millions de dollars dans ces groupes. Une centaine de ces groupes de pression ont ensuite pesé dans le débat sur le réchauffement climatique. Au centre de cette toile d'araignée se trouve l'Institut pour une entreprise compétitive, un groupe financé par ExxonMobil, mais pas uniquement. Nous avons rencontré un des dirigeants de l'Institut, un des lobbyistes les plus puissants de la capitale américaine, Myron Ebell. Nous sommes en plein milieu de Washington. Si vous regardez par là, à 3 blocs, vous pouvez voir la Maison-Blanche, le Capitole. Le Parlement est à 2 kilomètres dans cette direction. Ça, c'est vos cibles. La présidence, le Parlement, là où vous essayez d'avoir une influence. Exactement. Pendant longtemps, vous avez eu des financements assez consistants de l'industrie automobile et pétrolière, non ? En tant qu'association à but non lucratif, la loi américaine ne nous oblige pas à révéler qui nous finance. Alors on ne le dit pas, c'est tout. Ça nous rend la vie tellement plus facile de ne pas vous le dire. Mais il est connu que ExxonMobil nous finance, car eux, ils sont un peu inhabituels. Ils le divulguent. Ils le mettent sur leur site internet. En janvier 2007, Myron Ebell a produit un clip publicitaire largement diffusé aux États-Unis. À l'heure du réchauffement, son propos est à peine croyable. Ils disent qu'il faut forcer les gens à consommer moins. Mais nous dépendons de ces carburants pour notre agriculture, pour transporter nos enfants, pour éclairer nos vies. Et le dioxyde de carbone, ce n'est pas de la fumée ou de la pollution, c'est l'air que nous expirons et que les plantes inspirent. Le dioxyde de carbone, ils appellent ça pollution. Pour nous, c'est la vie.